Les organisations syndicales ont adressé un ultimatum au gouvernement. Il faut maintenant traduire en acte cet ultimatum. Les organisations syndicales mobilisées contre la réforme du système des retraites ont vu leur rang grossir avec le renfort spontané des lycéens. Pour lui, qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. Les syndicats, il faut leur donner des idées des fois. Il faut se rappeler aussi le contexte, c'était 1 mois, 2 mois de manifestations dans la rue, des millions de Français qui sont dans la rue pour aller manifester pour leur retraite, qui sont traités avec le plus grand mépris par la classe dirigeante, qui disent que ça ne sert à rien, que quand les Français manifestent, on ne les entend même plus. Effectivement, on ne les entend plus, parce qu'effectivement, peut-être que ce système, que les enjeux de ce système, que le pouvoir de ce système ne se tient plus au même endroit qu'il y a 50 ans ou 70 ans quand les gens manifestaient dans la rue. Donc effectivement, notre appel il est parti sur cette phrase qu'on avait écoutée de Cantona et qu'on a tout de suite relayée en créant un event Facebook, parce qu'en regardant cette vidéo, on s'est dit mais il a raison, essayons, pourquoi pas essayer. Il avait émis cette idée, c'était une petite vidéo qui tournait, qui avait fait quelques centaines de vues sur Internet, et puis nous on l'a reprise, et puis on a choisi une date pour retirer cet argent. On a dit on va le faire le 7 décembre, avec Arnaud Barnier et Géraldine Feuillenne. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, cette vidéo, elle a fait un buzz avec notre appel à retirer l'argent des banques. Et puis on s'est retrouvé vite avec 500 000 Européens, 15 events Facebook dans chaque pays européen. Qui appelait aussi, qui reprenait notre texte, qui nous orientait vers notre site internet et qui expliquait le fonctionnement du système monétaire et qui appelait les gens à aller retirer l'argent des banques. Donc on s'est retrouvé avec ce grand mouvement-là et donc les sphères médiatiques supérieures ont été intéressées par cette histoire. Comment est-ce que j'ai pu me retrouver chez TADI en direct pour pouvoir parler de ça? C'est parce qu'on l'a choisi. Parce qu'en fait, on a refusé toutes les autres télés qui n'étaient pas montées en direct ou toutes les autres radios qui étaient différées parce qu'on savait d'avance que notre message allait être déformé et on ne voulait pas tomber dans ce piège. La différence quand on emprunte à une banque privée, monsieur, c'est qu'on emprunte avec des intérêts. Et ce qu'on paye aujourd'hui, monsieur, c'est les intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts, des intérêts. Et monsieur, il ne s'agit plus des retraites, là. Il s'agira bientôt de la sécurité sociale, il s'agira bientôt de tous les biens publics de la France et il s'agit surtout de la souveraineté nationale de notre pays et de tous les peuples souverains. Si vous voulez dépendre à 100% des marchés financiers, on va vers une nouvelle féodalité. C'est-à-dire que c'est le privé qui rachète toute la France. La France est en train d'être démantelée, d'être privatisée, monsieur. Les gens ne pourront pas payer. C'est Dupont-Aignan. Absolument, c'est un discours national, souverainiste. Je veux dire, non, c'est un discours républicain. Tous les journalistes nous disaient avec mépris, mais si vous ne donnez pas d'interview, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être connu, vous allez pas, si vous avez besoin de nous. Non, nous ça a commencé sur Internet, on veut rester sur Internet. Et puis quand il y aura quelque chose, un débat en direct qui nous sera proposé, on ira. C'est ce qui s'est passé avec chez TADI le soir du 7 décembre. Il nous a proposé ce débat en direct. Et puis, comme on avait refusé toutes les autres télés, ça lui faisait une exclusivité. Et donc c'était plus important de faire une exclusivité pour son émission télévisuelle qui est en train de mourir comme toutes les autres, que le risque d'amener quelqu'un qui va dire des choses qui dérangent un petit peu le cadre du système.
Vous avez, mais Tadei, vous êtes le plus respectable dans le panorama télévisuel. Avec Monsieur Ardisson, avec Monsieur Gassio, vous faites partie des gens des plus respectables parce que vous invitez ceux qui ne sont pas invitables et c'est peut-être eux qui disent la vérité. Je viens pas. Et après, il y a des gens, je pense, qui n'ont pas envie de m'inviter non plus. Frédéric Tadei, qui fait une émission qui s'appelle Ce soir ou jamais, pour lui, il sait que moi, il sait très bien que moi, j'ai rien à perdre à la télévision, donc je ne me fixe pas de limite. C'est-à-dire, je pourrais ne pas m'interdire de dire des choses qu'on s'interdit de dire en général. Quand on va dans une émission et qu'on est quelqu'un qui a des rapports fréquents avec la télévision, il y a toujours un degré d'autocensure. Même Dieudonné, il sait où s'arrêter. Moi, j'ai pas de limite parce que je m'en fous, quoi. J'ai plus affaire à la télévision, j'ai plus de carrière à la télévision, j'ai plus d'intérêt à la télévision. Donc, si on m'invitait à la télévision, je n'aurais pas de raison de m'auto-censurer, de me fixer des limites. Et ça, c'est pas bon pour la télé. Et puis, moi, j'y mets comme préalable le fait que mes films soient diffusés. Un ou plusieurs de mes films soient diffusés pour que le spectateur, déjà, puisse se faire seul son opinion. Ça me paraît la moindre des choses. Alors ça, ce sont des images qui avaient été captées juste avant un journal télévisé, et où l'on pouvait voir une certaine familiarité, disons, entre un important membre du gouvernement, lui là, et un journaliste influent devenu vice-PDG d'un des médias les plus puissants de France, Étienne Moujotte, de TF1. C'est le Canard enchaîné qui avait dévoilé l'existence de cette conversation, évoquée ensuite par d'autres journaux de presse écrite, ainsi que par une station de radio, puis reprise par ce magazine, mais qui n'était passée sur aucune chaîne de télévision en France. Je ne travaille plus à la télévision depuis 1995, c'est-à-dire que je travaille au cinéma, donc je fais des documentaires qui sortent en salle de cinéma et qui ne sont pas diffusés à la télévision. Donc mon travail, on va dire, à caractère plus journalistique, quoique j'ai rarement exercé vraiment même si je suis passé par une école de journalisme à la fin des années 80, j'ai pas vraiment exercé ce travail-là, dans les chaînes de télévision en tout cas. Pour exercer ce métier convenablement, il faut le faire dans de bonnes conditions économiques, et aujourd'hui, c'est pas possible de le faire dans de bonnes conditions économiques, voilà, tout simplement. Et ça, c'était 3 ans plus tôt, lorsque j'avais commencé à enregistrer mes conversations professionnelles avec les gens des chaînes de télévision. Il y a que PPDA qui est un peu énervé, quoi. Mais en même temps, moi, PPDA, qu'est-ce que tu veux? Je le connais bien, Patrick. Il m'appelle en disant, oui, t'es une ordure. J'écoute, t'as qu'à interviewer Fidel Castro. Lui. Là, c'était à l'animateur Thierry Ardisson que je parlais au téléphone. Qu'est-ce que tu veux qu'il me réponde? Parce que je le connais, Patrick. C'est un feignant de première, tu vois, qui récupère tout à son profit, qui en fout pas une date et qui récupère tout à son profit. Il sait que je le sais, tu vois. En fait, si j'avais pris la précaution d'enregistrer mes conversations avec mes interlocuteurs du petit écran, c'est parce qu'à cette époque, Hervé Bourges, le PDG des chaînes de services publics, cherchait à protéger TF1 et son journaliste vedette Patrick Poivre d'Arvor, qui avait diffusé une fausse interview de Fidel Castro, le chef d'État cubain. Et je tenais à garder une trace de cette histoire et de la volonté de Bourges d'étouffer cette affaire. Le fait que les contrats sont de plus en plus des contrats de pigistes, au jour le jour, ou des contrats en CDD et des statuts précaires, ça induit automatiquement de la docilité. Automatiquement, quand on est dans des situations précaires de boulot, on ne va pas faire ce qu'on n'attend pas de nous, on va faire ce qu'on attend de nous, ce qu'attendent les responsables. Et ce qu'ils attendent les responsables, c'est plutôt quelque chose de conforme à ce qu'attendent les maîtres du pouvoir économique et politique. Donc un journaliste, dans des conditions qui sont celles aujourd'hui d'exercice de ce métier, peut difficilement faire autre chose que de la merde, quoi. Voilà. Imaginons ces questions, on met M. Perfit à la place de ce représentant de FO, est-ce qu'on lui parlerait comme ça? Ça, je suis certain que non. On peut demander l'exercice à M. Cavada, dites-lui, veuillez préciser. Je vous demande de préciser, soyez précisés. Quelle réforme proposez-vous? La manière de dire merci, quand on dit je vous remercie, ça peut être je suis reconnaissant, ça veut dire aussi je vous congédie. Bon, alors il y a des questions de ton. Or, il y a un nombre considérable de je vous remercie qui sont des coupures. Bon, il y a une foule de choses de ce type. Enfin, par exemple, il y a une manière de dire oui. Je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est plutôt vous. J'avais été frappé. Il y avait des oui, des ouais, comme ça, qui sont ouais, allez, terminé, allez, passons vite à la suite. Bon, La télévision est très forte pour fabriquer des pseudo-impertinents, c'est-à-dire des gens qui durent à la télévision. Le fait de durer à la télévision, c'est déjà un bon indice de docilité, hein. Quand on dure, quand on fait une émission pendant 12 ans, c'est qu'on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle dure et qu'on ne se fasse pas virer, qu'on sache très bien jusqu'où il faut s'arrêter. Et c'est ce que font des gens comme Schneiderman, c'est ce qu'a fait quelqu'un comme Carl Zero à une époque qui est épinglé dans mon film précédent, Pas vu, pas pris, c'est ce que fait aujourd'hui l'autre abruti de Canal, là, comment il s'appelle, Yann Barthès, là, du Petit Journal, enfin des gens qui sont des faux impertinents, qui savent très bien où il faut s'arrêter, qui savent très bien ne pas remettre en cause leur propre employeur, qui ne sont pas des kamikazes.
Ils savent très bien comment faire fructifier leur petit business de la pseudo-critique. Ils ont pignon sur rue, mais pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour nous faire croire que c'est ça la critique de la télévision ou la critique des médias, que c'est ce qu'ils font, ce qui est somme toute très anecdotique, très soft, très gentil, quoi, voilà, qui ne remet pas vraiment en cause le système. Alors c'est quelques semaines après sa venue sur le plateau de l'émission de Daniel Schneiderman que Pierre Bourdieu allait écrire un article publié dans Le Monde diplomatique dans lequel il analysait son passage à l'antenne. Il expliquait notamment ce qu'il aurait voulu dire et qu'il n'avait pas pu dire à Arrêt sur Image. Il concluait par « On ne peut pas critiquer la télévision à la télévision parce que les dispositifs de la télévision s'imposent même aux émissions de critique du petit écran ». Daniel Schneiderman répondit le mois suivant à Pierre Bourdieu dans Le Monde diplomatique, puis dans d'autres journaux dans lesquels il dénonçait ce qu'il appelait la perversité du sociologue. Ils vont sur Internet, quand ils ont une période un peu plus basse, ils vont se radicaliser. Plenel fait pareil. Plenel qui voulait vendre le monde en bourse à une époque. Aujourd'hui, il fait Mediapart. Vous lisez Mediapart, vous dites c'est bien Mediapart. Sauf que le type, il voulait vendre le monde et le côté en bourse à une époque, le journal Le Monde. Donc ce sont des crapules, ces gens-là. Ce sont des crapules parce qu'ils disent pas ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont des opportunistes. C'est des gens qui adoptent des positions qui sont à géométrie variable, et vous verrez, si Dominique Strauss-Kahn est élu président de la République, je peux vous dire qu'on va les revoir à la télé, ces gens-là. Vous n'avez jamais entendu parler de Noam Chomsky dans l'émission Arrêt sur Image, à l'époque où Schneiderman l'a dirigé, parce qu'il ne souhaitait pas que vous, spectateurs, vous sachiez qu'il y avait une autre critique que la sienne, soft, anecdotique, la sienne, superficielle, qu'il y en avait une plus profonde, plus radicale, qui pouvait inciter les gens à éteindre la télévision. Et ça, il n'en voulait pas. On l'a vu lors de la contestation de la réforme des retraites l'an dernier. Vous avez 1,5 million de personnes dans la rue, ou 1 million de personnes dans la rue, et le pouvoir ne bouge pas. Donc il faut quand même se poser un certain nombre de questions. C'est la dernière classe sociale, quoi, la haute bourgeoisie. Eux, ils savent très bien quels intérêts ils défendent, ils savent très bien se reproduire, ils savent très bien comment s'auto-reproduire, se conserver, et conserver les avantages qu'ils ont. Donc voilà, et les responsables de chaînes de télévision, ou ceux qui possèdent, dirigent les médias, font partie de cet univers-là, quoi. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça change. Tout va très bien pour eux. Ils veulent que la société reste en l'état, qu'il y ait toujours des dominants et des dominés. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça change, quoi. Leurs affaires marchent très bien, leurs enfants vont prendre le relais, voilà. Jean-Christophe Mitterrand, à ta gauche, le fils du président. Récemment compromis dans un scandale africain. Enfin, lui a toujours le droit de venir. M6 m'avait commandé un documentaire que je leur ai présenté comme un documentaire animalier sur les élites françaises. C'est-à-dire, ces gens-là, ils vivent tellement dans des lieux précis, ils ont des migrations très précises, ils se reproduisent entre eux, tout ça, donc on peut les filmer comme on filme une société de fourmis ou d'antilopes. Enfin, donc, à l'époque, j'avais ce projet de faire ce documentaire animalier. M6, ça les faisait rire au début, mais après, plus trop. Et ils ont interrompu le tournage, donc il n'a jamais été fini, ce film. Mais à ce moment-là, je m'étais intéressé à ces lieux de reproduction des élites, à ces lieux où ils se retrouvent à cet entre-soi. Et le dîner du siècle en faisait partie. Donc, j'étais filmé un jour l'entrée du dîner du siècle. D'ailleurs, on m'avait envoyé 2 policiers pour me demander ce que je foutais là. Et là, quand on a fait le film Fin de concession et qu'on s'est intéressé à David Pujadas, on s'est aperçu qu'il faisait partie de ce dîner du siècle lui aussi. Donc, d'où le lien ensuite. Et la raison pour laquelle on y est retourné, oui.